Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de discussion, les yeux pleins de fatigue, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons tenter de discuter, l'air de rien, de l'événement de l'année, le ludique, c'est-à-dire le Festival international des jeux de la ville de Cannes, où nous étions, la Trick Track Il Team. n'y a pas encore très longtemps. Ouais, jusqu'à hier soir, on s'est couché très tard, ce qui explique que nous soyons extrêmement fatigués, Voilà, le cerveau lent, on va Ouais, bafouiller, etc. La maquilleuse a eu beaucoup de travail. Exact. On va faire un petit peu ce qu'on avait fait. Je me souviens quand j'étais allé à Nuremberg, peut-être, non, je sais plus où. Enfin bref. Un salon. Voilà. En gros, on a eu une grosse couille pendant le festival. On parle pas du MOPS. Hein. On devait diffuser en live depuis l'espace Trick Track avec du débit en direct et tout. Et puis le réseau a merdé. Voilà, donc on n'était pas à même de fournir des images et on n'avait rien amené pour faire autre chose que du live. C'est ballot. Voilà, c'est ballot. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de Et donc on n'avait pas très envie. en plus. On a joué nos feignants et on s'est promené dans le salon. On a fait ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire discuter. Discuter et dire le contraire de tout ce qu'on nous expliquait, c'est ce qu'on préfère. Voilà, et on s'est dit, ça permet de provoquer des réactions, etc. et de fabriquer une pensée. Et on s'est dit qu'en rentrant ici, on allait faire ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire donner notre sentiment, ressenti. Non, ça, les ressentis, c'est mal. Les ressentis, ça ne sert à rien. On peut pas ça dire ne le marche contraire. pas. Non, Bah oui, donc nous, non. on va vous expliquer comment ça fonctionne et comment ça se passe dans nos têtes. On a analysé, Voilà, on a pris du recul. Et on prévient tout de suite, on n'est pas obligé de penser comme nous. Non. Du tout. Nous, on vous donne notre point de vue On va juste- et une synthèse de ce qu'on a. Et puis notre regard, enfin, Voilà. de là où on est perché nous, ce qu'on voit, mais si vous êtes perché ailleurs, vous verrez la chose sous un angle différent normalement. Donc, ce festival, le Festival international des jeux de la ville de Cannes 2017, c'était la combienième édition déjà 32, 33 31e. 31e, donc ça a plus de 30 ans. 1985. Voilà, c'est donc composé d'un salon sur lequel les gens vont présenter des jeux, le public peut venir, et puis d'un prix. C'est pour ça qu'on va couper cette émission en deux, parce que le prix qui ne représenterait rien ou quasiment plus rien il y a une quinzaine d'années, tout le monde s'en foutait. On va revenir sur les raisons de pourquoi on s'y est retrouvé, comment on est monté. Ce prix a pris beaucoup d'importance, de plus en plus. Et cette année, probablement encore plus que les autres, et puis ça suscite des questions. Voilà, donc on va en discuter. Du mystère et du complot. J'ai oublié de lancer le chrono parce que je vous dis, on est fatigué, il est 15h16, on est en direct sur les réseaux sociaux et sur Trick Track. En fonction du temps qu'on aura pris, peut-être qu'on va s'arrêter pour mettre un générique de fin et reprendre ailleurs, ou alors on est comme d'habitude pris par le flux de parole, et puis on coupera. Alors, j'ai pris des notes. Hein. Moi aussi. Guillaume aussi, et le MOPS, non, il a pris un dossier de presse. Voilà. De quoi Le dossier de presse de Cannes. Là, en fait, c'est important que c'est pas un des premiers dossiers de presse, mais cette année, on sent qu'il y a du luxe un petit peu plus, quoi. C'est-à-dire qu'on y reviendra dans l'historique, c'est un festival qui écoute vraiment tout ce qui se dit, en bien et en mal, venant de partout, des éditeurs, des joueurs, des distributeurs, des auteurs, et essaye de faire le mieux possible. C'est le point fondamental du départ de la discussion et de l'analyse de ce festival. C'est un festival bienveillant, à tous les niveaux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus d'envie, de besoins, et donc forcément, il y a des envies contraires et des besoins contraires, et ils font ce qu'ils peuvent pour répondre au maximum. Et alors, ils écoutent certaines personnes. Pourquoi ? Pour leur histoire dans le monde du jeu, pour des tas de raisons, et puis d'autres moins, parce qu'on ne peut pas répondre à tous les besoins, toutes les attentes. Alors on va d'abord commencer par le prix. Parce que d'ailleurs c'est ce qui ouvre le festival des jeux, ça commence maintenant. Ils ont réduit la taille du festival, avant c'était quasiment une semaine, alors ils l'ont réduit, entendons-nous bien. Le salon a été réduit, parce que le festival commence malgré tout Aux mêmes dates, mais il n'est pas ouvert au public. Historiquement, ce festival, c'était d'abord et avant tout des tournois et des compétitions, d'échecs, de belote, de tarot, de dames, d'awélé, etc., qui prenaient énormément de place dans le festival. Il faut dire qu'il a été créé à une époque où les échecs, c'était le jeu qui dominait, c'était le jeu roi. Et puis, ils ont décidé de prendre un autre biais et d'aller vers l'industrie naissante, qui est celle que nous pratiquons tous les jours. Donc, le festival commence bien, légèrement avant l'ouverture du palais, par des tournois, toujours d'échecs, de dames, etc. Alors, il faut raconter aussi que structurellement, le premier festival de Cannes, il est initié par les gens des clubs locaux, Exactement. qui sont les clubs de bridge, d'échecs, de belote et de choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a un passif et qui restera toujours dans l'ADN de Cannes, À tout jamais. de jeux de société classiques avec tous les tournois qui vont avec, Scrabble, j'oublie aussi. Voilà, et donc ça commence bien avant, et puis arrive ce fameux salon, et la veille
de l'ouverture du salon au public, puisque le salon c'est le vendredi, samedi, dimanche. Donc le jeudi soir, il y a cette fameuse remise de l'As d'or. C'est le prix ludique qui, je pensais, un peu exciter les foules et permettre aux gens qui rentrent dans le salon de trouver une espèce de focus sur les jeux les plus intéressants ou les plus titillants. C'est le focus qu'il a eu alors. Oui, c'est le focus qu'il a eu. Donc voilà, le festival, pour les amateurs que nous sommes, pour le public qui nous suit là, qui est en train de nous écouter, qui regarde ces vidéos, lui, il commence le jeudi soir par la remise d'As d'or. Alors, du coup, je t'écoute. Je rebondis sur ce que tu disais, Fad. C'est vrai que dans cette écoute qu'il y a eu par rapport à l'équipe, et on peut saluer Nadine de cette préparation, Nadine seule et toute l'équipe d'organisation, parce que du coup ça doit résonner dans les têtes tout au long de l'année pour pouvoir marier un petit peu toutes ces demandes. Mais dans cette évolution et dans cette écoute, dans cette professionnalisation aussi ludique du salon, du coup le jeudi est aussi un petit peu la journée pro. Le jeudi et même le vendredi matin, il y a un créneau 10h midi où le public ne rentre pas encore, mais où les magasins, ludothécaires, tous ceux qui sont venus avec une carte presse ou autre, peu importe, blogueurs & co, peuvent rentrer pour en profiter de façon un petit peu plus calme. Ça montre bien à quel point on a voulu prendre en compte toutes les demandes et que du coup, ça veut dire compresser un peu d'un côté, reprendre un peu de l'autre. Les personnes qu'on ne voit pas forcément sur le salon de jeux de société, mais qui font la belote, le tarot, etc., sont dans des salles à tel endroit, un petit peu plus loin, un petit peu ailleurs. Avant, c'était facile, dans des hôtels. Donc, ça représente une énorme organisation, une énorme charge pour raccorder un petit peu tout ce monde-là au même endroit. Exactement. Et d'ailleurs, c'était une volonté aussi de ce festival depuis quelques années de se transformer en vrai salon professionnel. Au départ, c'était un salon public. Alors, ça veut dire qu'il y a des… C'est quoi la différence entre un salon public et professionnel? Un salon professionnel, il n'y a que des gens du métier qui viennent pour discuter business. Un salon public, il y a des professionnels, ils sont là. Mais ils montrent leurs produits aux gens du public qui viennent les regarder. Et ça a toujours été le festival des jeux. Et depuis 2-3 ans, c'est ça. Maintenant, ils ont cette volonté de mixer les deux. C'est une très bonne chose qui en fait un des seuls festivals au monde avec ça. Et on verra les spécificités qui arrivent, comme notamment avec le Protolab qui s'est installé. Donc le prix, l'As d'or. Les gens se demandent à quoi ça sert. Pourquoi? On va peut-être un peu les éclairer. Nous, chez Tric Trac, on le connaît bien, puisqu'avec le Dr Mops, on a été contacté il y a quelques années, il y a à peu près 14 ans, je crois. 2004 2003 ou 2004. On a été contacté par les membres de l'organisation, et toujours Nadine seule à l'époque, pour un petit peu modifier ce qu'était ce prix, parce que le salon existait, il y avait des As d'or, et plein d'As d'or, et il y avait un salon, et le marché tel qu'on le connaît maintenant était en train d'émerger, et ils se rendaient bien compte qu'il y avait une rupture qui était en train de s'opérer. Les amateurs de jeux, tels que nous sommes nous, ne s'intéressaient plus ni au salon, ni au prix. Les prix étaient souvent mis à des boîtes comme Hasbro. Il arrive un moment où il y avait 20 prix. Le prix Ce qui se passait en fait, c'est que c'est à la demande des éditeurs en fait que ce changement a eu lieu. C'est qu'avant, l'As d'or était le prix du salon de Cannes. Et donc, pour participer à l'As d'or, il fallait avoir acheté un emplacement dans le festival, y présenter le jeu, et c'est sur les jeux qui étaient exposés dans le salon qu'il y avait des prix. Et donc, effectivement, à l'époque, le festival n'avait pas autant la renommée qu'il a aujourd'hui. Donc, forcément, tous les jeux n'étaient pas là. Il y avait une diversité beaucoup moins grande. Et donc, au bout d'un moment, c'était un peu en déconnexion avec ce qui se passait sur le marché commercial. Donc, les éditeurs ont dit, votre prix, il est pas mal, mais ce serait mieux qu'on aille vers un prix plus à l'allemande, Spiel des Jahres, qui soit le prix du jeu français et pas seulement le prix du festival. Exactement. Sachant que j'ai vu passer des interrogations, pourquoi un prix, à quoi ça sert? Il y a toujours des gens qui ne sont pas très contents et quoi. Pourquoi un prix? Est-ce qu'il y a besoin d'un prix? Et la réponse, elle est tellement évidente, évidemment qu'il y a besoin d'un prix, puisqu'à un moment donné, il n'y a rien, le prix n'existe pas, et des gens se disent « Ah, si on faisait un prix », c'est donc ils sentent un besoin à un moment donné. L'idée générale quand on fait des salons ou des festivals, c'est qu'on aime bien un peu faire la fête. Tu te réunis entre mecs, tu as envie à un moment donné de célébrer un petit peu et tu te dis, c'est naturel, tu te promènes déjà pour voir si ton stand il est plus joli que celui de l'autre, etc. Donc tu te dis, on n'a qu'à faire, puisqu'il y a plein de jeux, il faut attirer les gens sur un produit, on n'a qu'à donner le prix du festival. On se réunit tous, on vote entre nous ou pas, ou on met un jury, enfin peu importe. Donc est-ce qu'il y a besoin de prix ou est-ce que c'est nécessaire? Oui, puisque on le fait, c'est que sinon on ne le ferait pas. Ça répond tellement à un besoin que même ces interrogations justifient en elles-mêmes l'existence du prix.
ça ne veut pas forcément dire que les interrogations, elles ne sont pas les bienvenues, c'est pas ça que je veux dire. Je dis, puisqu'on en est à se poser la question en disant, oui, mais le prix, alors pourquoi est-ce qu'il est distribué? Il est distribué comme ça. C'est qu'on s'y intéresse. Ouais. Si on ne s'y intéressait pas, s'il n'y en avait pas besoin, ça passerait à la trappe automatiquement. Ce n'est pas le cas. Et je pense, enfin en tout cas, vu les réactions, vu les discussions qu'il y a eu à ce festival lors de cette remise de prix, y compris pour les éditeurs qui étaient nommés et qui ne l'ont pas eu ou pas, ça veut dire qu'il devient de plus en plus important malgré tout. Il est même générateur, même si n'était pas simplement un prix économique, entre guillemets, comme par exemple le Spiel qui peut multiplier par 10. Je ne sais pas à quel point on en est maintenant avec l'As d'or jeu de l'année. Il n'empêche que quoi qu'il en soit, la conséquence elle est réelle, ne serait-ce que de base en termes de communication, bien sûr, y compris pour cette section qu'on ne sait pas trop définir, comme le grand public, qui arriverait en disant bah, alors je regarde où parmi les… Alors j'avais pris… Les simples stands qui parlaient un petit peu de jeux de société comme on les aime, c'était 48 stands. Si on passait 10 minutes sur chacun de ces stands-là, ça faisait 14 heures de marche pour voir un tout petit peu tout à 10 minutes par stand. Ouais. Donc, quelqu'un qui arrive en disant « je veux juste passer un bon moment », eh ben, je fais quoi et je regarde où? Le prix, les nominations sont une façon de dire on peut regarder ici pour commencer. Voilà, et quand on rentre dans le palais des festivals, pour ceux qui n'y sont jamais allés, la première chose que l'on découvre en descendant ces marches, c'est 2 énormes murs avec la présentation de tous les nommés. Voilà, c'est la canalisation. C'est la canalisation, et les gens regardent ça et puis vont se décider à la couleur de la boîte, etc. Et puis, évidemment, qu'on met des focus pour essayer d'aiguiller un petit peu plus pour ceux qui ont encore moins de temps. Donc, évidemment que pour le Salon de Cannes, ce prix est utile. Et est-ce qu'il est utile pour la profession? Évidemment qu'il est utile pour la profession parce qu'on le voit bien, maintenant, tous veulent l'avoir. Il y a 14 ans, quand nous, on a intégré le prix, tout le monde s'en foutait. Quoi qu'on fasse, tout le monde s'en foutait. Ceux qui ne l'avaient pas râlé quand même. Ouais, toujours, mais beaucoup moins. C'était à la bonne franquette. Quand voilà, on l'a. Mais vraiment, tout le monde, plus personne ne s'y intéressait. Et je dirais même plus, le fait que ça polémique, là, à l'heure actuelle, sur pourquoi celui-là, pas celui-là, j'aurais pas mis celui-là, c'est toujours une très bonne chose, puisqu'il va y avoir forcément des gens qui vont se dire moi je vais aller l'essayer et puis je vais vous donner mon avis. Et ils vont dire oui, ils ont eu raison, ou non, ils n'ont pas eu raison, ouais, mais tu as été l'essayer. Et c'est tout ce qui compte, c'est que ça discute, que ça se répande. Ça ouvre. Sinon, si personne n'en parlait, ça serait mauvais. Il ne servirait à rien, effectivement. Mais comme tout le monde en parle, en bien ou en mal, il a effectivement une raison et un besoin. Et la raison, au départ, a été que ce prix, mais pas seulement ce prix, plein d'autres actions dans le milieu du jeu de société ont eu pour but de nous faire sortir de cette image sociale, cette posture sociale qui concernait le jeu de société, qui consistait à laisser penser, non, les personnes ne laissaient penser, mais dans l'esprit du grand public, le jeu de société était quelque chose de puéril, voire même de nocif quand on parlait de pathologie, de choses comme ça. Donc le jeu de société n'avait pas une très très bonne image, et ceux qui en savaient un peu plus, en plus, rajoutaient là-dessus une image d'un truc un peu poussiéreux, une vieille boîte qui traîne sur l'armoire qu'on ne sort que le dimanche quand il y a trop de vent et trop de pluie. Ou qui sent la sueur, c'est-à-dire des adolescents. Et donc, nous, on vivait déjà dans un monde où ce n'était plus ça. Et on était un certain nombre de partenaires, alors certains avec des intérêts économiques, d'autres avec des intérêts culturels, à vouloir faire avancer les choses vers le fait que ce soit, on disait comment à l'époque, on disait ça serait bien que ce soit un petit peu plus rock'n'roll. Oui, ça serait un peu plus rock'n'roll. Et d'ailleurs, historiquement, comment on s'est retrouvé avec le Mob là-dedans, c'était vraiment ça. Ils sont venus nous voir à une époque où le secteur se faisait, les éditeurs avaient discuté entre eux, les distributeurs de l'époque, début des années 2000, et ils se sont dit il faut des gens sympathiques et rock'n'roll qui sont au contact de tout le monde, un peu au milieu de tout ça, pour intégrer le jury, essayer, nous on suivait le Spiel depuis un moment, essayer de voir comment, je me souviens très bien de ce que nous ont dit Nadine Seul à l'époque, et puis Bernard qui était à l'époque… Bernard Oex. Quand on est arrivé au festival, ils nous ont fait faire le tour du propriétaire, et ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on doit faire pour que les joueurs viennent dans ce festival, qu'est-ce qu'on doit faire pour que les gens s'intéressent à notre prix. Voilà. Et nous, les 10 premières années où on a bossé sur ce propos-là, on était dans ce jury, ça a été notre objectif. Comment faire venir les joueurs, comment les intéresser au prix. Donc on a réfléchi aux jeux qu'il fallait présenter, comment les mettre en place. C'était absolument pas une histoire personnelle, de goût personnel, même si souvent on essaye de… Le premier As d'or, ça a été Alhambra, qui était un jeu que j'affectionnais énormément. Et voilà, collusion. Coup de peau merveilleux, c'est aussi le Spiel de la même année. On donne à Alhambra. 3 semaines plus tard, le Spiel le célèbre. Et là, nous, tout de suite, on a monté d'un cran. Et puis, je me souviens…
Nadine, on lui dit ton salon il ferme à quelle heure? Elle me dit il ferme à 19h. On lui dit bah, c'est pas bon parce qu'en fait c'est l'heure à laquelle les joueurs se mettent à jouer. Et c'est là qu'on a, avec Christophe Bollinger, on a inventé le off. Ouais. On a inventé le Alors, off. Christophe était déjà là depuis quelques années, parce que lui, tout petit, il habite là-bas, donc il était au premier salon de Cannes. Mais effectivement, c'était qu'est-ce qu'on fait le soir? Donc le soir, on a inventé ce terme de off. En fait, c'est venu tout simplement. C'est Christophe qui nous dit j'ai des protos à vous faire essayer. Ouais. Voilà. Et on savait pas où trouve aller. on se trouve un coin. Il connaissait parfaitement les lieux. Donc il nous dit il y a des tournois de tarot. En plus, il y a à boire. Ouais. Donc on y va, on se faufile. Il fait un petit clin d'œil. Il y a un des mecs qui gardait, il y avait déjà des vigiles. Et puis on se trouve un petit coin. On était 5 ou 6. Tarot et belote. Je voulais remercier beaucoup ces gens-là parce qu'ils comptent beaucoup. Il y avait donc le Mops, moi, Christophe et 2 de ses copains. Et nous voilà tous les 5 à essayer le prototype. Et c'était Dungeon Twister, je crois. Oui, exactement, c'était Dungeon Twister. Et là, on rigole et tout, puis on allait boire des petits coups. Et puis là, moi, m'est revenue une résurgence de mon jeune temps où j'ai fait le Festival d'Avignon off. Et je me souvenais comment était né le Festival d'Avignon off. Tu as c'est les gens qui faisaient du théâtre, sérieux et tout. Puis des mecs qui ont dit on va se profiter, on va se mettre dans un coin, on appelait ça l'off. J'ai dit tiens, là ce qu'on est en train de se faire, c'est rigolo, c'est un espèce de off. Ouais. Voilà. Et le mot est resté. Et le lendemain, dans la journée, on tombe sur Croc et on dit hey Croc, ce soir tu fais quoi? Viens, nous on fait un off avec Bollinger. Et Croc est venu avec 2-3 potes. On s'est retrouvé une petite dizaine. Croc a découvert Dungeon Twister et bam, ils ont décidé de l'éditer. Voilà. Et donc on a commencé après à communiquer sur Trick Track quand on est revenu en expliquant voilà, il y a ci, il y a ça, et puis on peut faire un off, c'est secret, tout ça, on passe par des petites portes par derrière et tout et tout. Ça excite quelques joueurs qui l'année d'après viennent, et puis ça monte, et puis c'est devenu ce que c'est devenu. Donc notre idée aussi, c'était de changer le prix. Parce qu'à Cannes, le prix était donné à tous les jeux qui étaient présentés quasiment. Il y avait le prix du jeu pour enfants, le prix du jeu qui avait la boîte carrée, le prix du jeu qui a une boîte la plus bleue possible. Donc tous les jeux avaient un prix. Il fallait faire un petit peu plaisir à tout le monde. Voilà. Et l'idée de départ avec ce prix, c'était de comment intéresser les joueurs. Et donc pour intéresser les joueurs, il fallait donc parler des jeux qu'ils pratiquaient. Donc d'où notre présence. Alors c'était très rigolo parce qu'au départ, il n'y avait que des filles. Dans le jury, très féminin. Dans le jury historique, il n'y avait que des femmes, Mops et moi. Qu'est-ce que vous avez foutu? On était très impressionnés. Non, il y avait Didier Guizerix, tu exagères. Il était là? Oui. Oui, mais c'est un peu comme une fille. Staroliste. À la première réunion, Didier Guizerix de Cassius Belli qui était là. Moi, j'ai l'impression, peut-être je me trompe, ce sera vérifié. Revenu, il était là, il s'est arrêté, puis il est revenu un petit peu après. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Je me souviens de la première réunion, il n'y avait que des filles. Notre première action, bien sûr, a été de toutes les virer, toutes les remplacer par des mecs. Oui, ma femelle refuse que je fasse des choses avec des filles. Oui, c'est comme ça. Je comprends mieux. Et donc, à l'époque, on a dit il faut arrêter les sélections avec ceux qui sont là. Non, avec 10 000 prix. Oui. On peut plus donner 10 000 prix. Il faut arrêter le truc machin, le truc keeping. Donc, il y aura une sélection de jeux et puis on donnera un as d'or et puis un as d'or enfant. Voilà, c'était ça le propos. Et puis, ce qui s'est passé, encore une fois, les éditeurs voient tout ce qui se passe et donnent leur opinion. Et le prix n'a fait qu'évoluer en fonction de ce que les éditeurs, les distributeurs avaient comme desiderata dans le domaine du possible. Et tous les éditeurs et tous les distributeurs, parce que c'est une volonté du secteur, ce n'est pas une volonté de un, contrairement à ce qu'on peut croire ou entendre. Et puis, quand le public a commencé à s'intéresser à tout ça, ça a été aussi une écoute de ce qu'étaient les joueurs. Et c'est pour ça qu'après ont été créés le prix expert, parce que l'idée, c'était qu'une fois qu'on avait commencé à attirer les joueurs avec un jeu comme Alhambra, qui était un représentant carré de l'époque du jeu à l'allemande, les joueurs commençaient à regarder et s'intéresser à la chose. Oui, on a enfin notre Spiel des Jahres. Alors je passe sur le jeu de l'année qui s'est créé en même temps. Puis après, ils se sont remis ensemble. Il a fallu se dire, bon, on va pouvoir glisser vers du un peu plus simple et familial, mais il ne faut pas laisser les joueurs experts. Parce que j'ai lu que quelqu'un se demandait à quoi sert le prix expert. Il sert à satisfaire les joueurs passionnés qu'on est. Et puis c'était aussi un petit peu égoïste pour se faire plaisir. Nous, on avait envie on jouait à des jeux experts et on avait envie de sélectionner aussi des jeux experts, de jouer à des jeux qui nous plaisaient pour faire partie de la sélection. Mais c'était aussi pour représenter le jury parce que il y avait à l'époque pas beaucoup, il y avait beaucoup moins de prix que maintenant. Et c'est vrai que faire des jeux experts, c'était aussi nous notre public cœur de cible de Trick Track à l'époque. Et donc on avait aussi envie de s'adresser à eux. Et puis le public du festival changeant, il fallait bien gérer tout le monde, puisqu'à un moment donné, ils ont décidé de faire le focus sur le prix avant le salon, et puis faire ce qu'on disait tout à l'heure, aiguiller les gens. Nous, on s'est retrouvés à proposer des jeux qui, évidemment, étaient beaucoup trop complexes. Non pas que les gens sont des imbéciles, c'est qu'il faut à un moment donné du temps.
et des habitudes pour assimiler des règles un peu sophistiquées. Moi, je me souviens de mes premières parties de jeux à l'allemande et de gestion, ben, t'es pas à l'aise. L'idée d'une mécanique s'imbriquant dans une autre, elle est rapide et immédiate maintenant, mais quand tu débutes, elle n'est pas évidente. Donc, on s'est retrouvé avec ce besoin, comme le disait Leboeuf, envie de se faire plaisir en ne mettant pas de côté des jeux costauds qui nous plaisaient, et glisser doucement avec non plus le risque d'aller trop vite vers des trucs un peu poète, mais tu vois, parce que les éditeurs, ce qu'ils voulaient, je me souviens, de grands discours, non, mais faut des trucs faciles, des party games. Ouais, mais nous, on n'a pas trop envie non plus de glisser, de faire le plus petit dénominateur commun. Et ça, c'est un truc, on va y revenir quand j'expliquerai comment on sélectionne les jeux. C'est un truc extrêmement difficile à faire, d'essayer de faire mentalement une photographie de ce qu'est le public actuel et de proposer les jeux et d'abord les nommer, les sélectionner et de savoir lequel va gagner parce que ça se joue à… Des fois, on a sélectionné ou on a primé des jeux qui étaient d'un niveau trop élevé. Oui. On pensait que le public mais c'était trop tôt. Et ça dépend de la sélection aussi. Exactement. Ça dépend beaucoup de la sélection. L'objectif, c'était, on s'imagine, parce qu'il faut, voilà, on se met à la place du public. Donc, on était aussi en accord avec, enfin, on travaillait avec des boutiquiers et des gens qui sont sur le terrain. Moi, je venais du terrain d'ailleurs à cette époque-là encore, depuis pas longtemps, de savoir quelles étaient les attentes de gens qui rentrent dans des boutiques spécialisées. Les boutiques mass market, c'était pas trop notre problème. Donc la base, on va dire, c'était ce type de jeu-là. Le prix devait être 5 cm au-dessus. Voilà, c'était ce qu'on a appelé le familial plus, qui ne veut absolument rien dire, mais en tout cas à cette époque-là, ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire proposer des jeux à des gens qui ne connaissaient pas, des choses qui étaient abordables, mais vers lesquelles ils ne seraient pas allés naturellement. Forcément. Je rebondissais sur ces deux éléments-là en disant, preuve encore une fois de l'évolution et de la prise d'importance du festival et même éventuellement du prix, il y a eu tout un moment où les plus grands groupes et les maisons d'édition plus mass market avaient justement de fait pratiquement un peu déserté le prix en disant c'est devenu presque joueur, c'est plus notre… Et à l'inverse, ça commence à complètement, enfin c'est même plus le cas, ça s'inverse complètement puisque les plus grands viennent, les plus grands prennent, en plus des espaces enfants, puisque encore deuxième nouveauté maintenant, il y a carrément l'espace enfant, beaucoup plus aéré que le côté un petit peu souterrain, malgré tout, underground du côté joueur, mais du coup ils sont tous là. Et je rebondissais aussi, en plus de cet effet mass market de bord, sur l'évolution. Pour le coup, je vais le voir du point de vue du joueur lambda qui allait sur Trick Track, et les premiers Cannes 2004, 2005, donc on est dans les 3-4 années après que ça ait commencé, eh ben, il y avait de plus en plus cette impression en se disant ça va me permettre de continuer d'alimenter ma passion parce que je vais y découvrir des choses que je n'ai pas encore eu le temps de découvrir. Et puisque c'est tout rassemblé ici et que je peux y tester, jouer, aller au off, et effectivement, il y avait ce côté un petit peu… la première fois où je vais au off, je me dis, est-ce qu'il va falloir que je dise que je joue au bridge pour pouvoir rentrer? Parce que je pensais que c'était encore un petit peu secret privé pour pouvoir y rentrer. Et donc, du coup, même l'évolution des joueurs passionnés a suivi l'évolution aussi du festival. Comme l'un et l'autre, comme tu le disais, hein, l'un et l'autre se nourrissant. Donc, historiquement, on était passé d'un prix où il y avait de multiples prix à un prix qui se voulait clair, précis, avec un objectif. C'était amener un public qui ne s'y intéresse pas à des jeux, se rendre compte déjà qu'un secteur ludique existe et que la proposition, la palette est grande. Et là, on nous demande souvent pourquoi pas un prix spécial. Par exemple, cette année pour Unlock, où avant on a dû mettre un prix spécial, c'est qu'à un moment donné, le festival est victime de cette vieille histoire de multiples prix. C'est qu'au bout d'un moment, ce prix aussi, il est destiné à la presse généraliste qui va, et on l'a vu cette année, encore plus que les années précédentes, focaliser et s'intéresser à ce prix. Et on ne peut pas lui envoyer un message et un retour en arrière avec de multiples prix. Donc, il faut être clair, concis. Quand on dit expert, enfant et as d'or, tout le monde comprend. Quand on dit expert, on comprend. Et un prix spécial du jury, on l'a essayé. Et pourquoi on l'a retiré? Parce que ça envoie un mauvais signal à tout le monde.
Ça envoie un mauvais signal aux éditeurs, un mauvais signal aux consommateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dit que le jeu qu'on a préféré, qu'on conseille dans l'expert, c'est celui-là, mais que le jury, nous, on s'amuse mieux avec ça. Oui. Enfin, c'est pas, ça ne marche pas. Et de toute façon, c'était plus pour nous faire plaisir et c'était pas exactement. Pas une bonne idée. Donc ça ne marche pas. Et de toute façune, effectivement, moi j'étais assez pour ce prix spécial, et je l'avoue, il a été un peu créé au départ aussi à la suite de Skull and Roses. Oui. Il y a eu une première grosse polémique avec Skull and Roses, qui était un jeu qui est arrivé sur les étals des boutiques le jour de l'ouverture du festival, et les gens hurlaient. Et donc il a fallu qu'on a discuté entre nous. Pourquoi? Comment? Est-ce que c'est intéressant? Où est le problème? Et moi je me souviens, c'est là que j'ai commencé à dire que je voulais quitter le jury, parce que ça ne m'intéressait pas de valider des ventes. Si tu veux faire le prix du jeu que les gens ils savent tous ce que c'est déjà, t'as qu'à aller chez des distributeurs éditeurs, tu regardes celui qui est le plus vendu et tu lui donnes le prix. Et nous, membres du jury à l'époque, on trouvait que Skull and Roses c'était vraiment… moi j'avais le cœur qui battait parce que tu prends un risque. Il n'y a que toi qui as vu le jeu, il n'y a que les membres du jury qui ont pu jouer. Comment va être la réception, la perception du public? C'est super, c'est intéressant intellectuellement, sinon ça ne sert à rien. Et comme j'étais très frustré et que j'avais dit que je veux quitter le festival, on avait trouvé cette solution qui était le prix du spécial, le prix spécial du jury, qui était de trouver des jeux où on… Bon, bah, c'était le prix spécial, avec vos polémiques, ne vous faites pas chier, c'est nous qui nous débrouillons. Et en fait, c'est dommage, ça envoie un mauvais signal et donc ça a été retiré, comme quoi on évolue. Et d'ailleurs, à propos de cette évolution, je vais revenir sur maintenant comment sont sélectionnés les membres et le renouvellement, parce que c'est un procès qu'on fait souvent. Oui, c'est très curieux. C'est un procès qu'on fait souvent à ce Pas de jury. renouvellement. Voilà, nous on s'est retrouvés là-dedans parce qu'il y avait un intérêt pour les organisateurs et pour le secteur que le MOPS et moi, représentant des gens qui ouvraient leur gueule sur Internet et qui représentaient le média le plus grandissant consacré à la chose ludique, on était directement au contact avec les joueurs. Donc on est rentré là il y a à peu près 14 ans. Quand on est arrivé, il y avait, on l'a dit, que des femmes, qui étaient là pour certaines depuis des années. Et je peux vous dire que plus aucune personne, à part deux de cette époque, sont encore là. Et on n'arrive pas à comprendre, avec le MOPS et les gens du jury, comment on peut arriver à dire que ce jury ne se renouvelle pas, à part si c'est pour dénoncer Catherine Vatim, on va la nommer, et moi, les deux seules personnes qui restent, les deux vieux piliers. Sachant que moi j'ai proposé ma démission il y a déjà 4 ans, mais bon… sur une équipe de… On est 9. Oui. On est 9 dans ce jury. Oui, puis ça a bougé, c'était 7, 8. Oui, ça bouge, ça varie. En plus, donc ça a bougé. En gros, tous les ans, il y a entre 1 et 2 membres du jury qui part et 1 ou 2 qui revient. Voilà. Donc, en fait, je ne vois pas ce qu'on peut reprocher au renouvellement. Et en plus, les organisateurs sont très à l'écoute, puisqu'on a reproché ou on a soumis l'idée d'inclure des boutiques dans le jury, parce qu'au début, c'était que des joueurs passionnés et des gens qui étaient dans les médias. Donc, tu as une vision… Alors, c'était très compliqué parce que des gens dans les médias à l'époque, il n'y en avait quasiment pas. Voilà. Donc, ça, c'était un vrai problème. Parce que les Allemands, eux, ont suivi un modèle différent. Le jeu étant beaucoup plus populaire à l'époque en Allemagne qu'en France. À l'époque. Il y a donc plein de journalistes à l'époque qui parlent de jeux de société. Donc, il est très facile de faire un jury sélectionné avec des journalistes. En France, des journalistes, il n'y en avait pas. Voilà. Il y avait des pigistes de temps en temps dans des revues spécialisées, mais il n'y en avait pas des journalistes. Donc c'est extrêmement difficile de les choper. Et même maintenant, quelqu'un faisait le parallèle avec le festival du film où ils renouvellent le jury tous les ans, mais on ne peut pas comparer le secteur du cinéma avec le secteur du jeu. Je veux dire, c'est juste pas possible. Il n'y a pas, au niveau personnalité ou gens qui ont du temps pour pouvoir jouer à des jeux, c'est pas comparable. Donc ce jury est extrêmement renouvelé. Il reste en effet Catherine Vatim depuis des années, mais c'est bien d'avoir un œil qui est là depuis historique, surtout qu'elle a accès à tout un tas de choses qui, par exemple, moi j'ai pas, parce que les gens susceptibles de venir dans ce jury sont tous motivés, parce que demain, si on dit moi je pars, qui prend ma place, tu vas avoir des milliers de réponses. Mais ils vont tous vouloir prendre une place qui est celle du joueur de jeu un peu corps, un peu qui aime bien pousser du cube ou jeter des figurines. Mais on oublie qu'il faut des gens qui sont spécialistes du jeu pour enfants. Et au contact avec les enfants qui jouent. Et il y en a au moins 3 ou 4 dans ce jury qui sont au contact d'enfants. Donc Catherine Vatim, elle a une vision un peu… Et puis voilà. Et puis il y a moi parce qu'ils ont besoin de moi, parce que j'en sais rien, parce que je suis gentil, charmant et que mon corps est formidable. On est au centre de choses, nous. Oui, voilà, on voit presque tout passer. En fait,
Dans le secteur ludique, ceux qui sont au milieu de tout, ils sont là autour de la table. Hein. C'est Guillaume, c'est le MOPS et c'est moi. C'est-à-dire qu'on est au courant de tout parce que tous les éditeurs ou une grande partie des éditeurs viennent nous voir, on entend, on voit, on vous en fera un petit brief lorsqu'on passera à la partie secteur du jeu, qu'est-ce qui se passe, où ça va. Mais voilà, nous, on a cette chance d'avoir accès à des tonnes de jeux et puis voilà, donc moi je reste, mais je ne resterai pas éternellement, sachez-le. Mais on peut parler des critères qui président au choix d'un membre du jury du Festival de Cannes. Oui, c'est pas très mystérieux. J'ai entendu cooptation, donc alors, ça veut dire copinage. La première chose, c'est qu'il faut avoir une culture ludique suffisamment grande. Ce qui aujourd'hui ne pose quasiment plus aucun problème puisque plein de gens possèdent une culture ludique très bonne. Donc là, il n'y a plus ce souci-là. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, ça, c'est vraiment pas un critère qui est difficile à remplir. La deuxième chose… Guillaume, il est contre. Non, mais c'est pas ça. C'est que la culture ludique, peut-être, culture ludique actuelle, ok, culture ludique historique, ça veut dire effectivement malgré tout quelqu'un qui soit capable de s'intéresser aux jeux de société et d'avoir fait l'effort, s'il s'y intéresse depuis 3 ans, d'aller remonter dans les 10 années pour justement avoir ensuite, je ne sais pas si ça va avec ce que tu dis, le recul, et je ne sais pas si c'est dans les critères, mais le recul sur cette culture ludique est important aussi. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut des gens qui sont là depuis longtemps. Catherine Vatine, par exemple, sert à ça. Si moi, ils veulent aussi me garder à l'intérieur, c'est parce que ça fait 17 ans que je suis là et j'ai bien vu. Et moi, quand je suis arrivé, j'étais le petit nouveau et quand je disais des bêtises, il y avait des Didi Xerix qui me remettaient sur le droit chemin, qui m'expliquaient et j'écoutais. Donc voilà, contrairement à ce qu'on peut croire, oui, ça m'arrive d'écouter ce que disent les gens. Alors, un autre critère plus compliqué cette fois qu'il faut prendre, mais c'est valable dans tous les jurys du monde, celui-là, c'est pas spécifique à Cannes, c'est qu'il faut des personnes capables de distinguer quels sont leurs goûts personnels des goûts généraux ou des qualités intrinsèques. C'est-à-dire que séparer, oui c'est ça, la prise à distance, séparer son émotion, ses goûts intimes de la qualité intrinsèque d'un produit qu'on regarde. Et ça c'est important et c'est très dur. Et comment situer cet objet qu'on est en train de juger par rapport à tous les autres au moment T où on est en train de le faire? Et là, ce que dit le MOPS, c'est très important et c'est un des aspects les plus difficiles parce que tu dois faire appel à tes sensations et tes sentiments personnels pour voir si tu prends plaisir ou pas. Tu dois le gérer, sinon tu ne peux pas être froid. Non, et tu dois pouvoir être capable de faire la rupture et de dire maintenant je m'extrais. Tu te regardes et tu te regardes jouer, tu dois t'analyser, te dire ouais mais là moi c'est vrai que je me suis marré mais c'est peut-être parce que justement j'aime ce type de jeu. Donc tu dois pouvoir à la fois gérer ces deux-là et ça c'est un des paramètres, enfin c'est une variable extrêmement difficile à gérer. C'est pas, je dis pas que c'est rare ou dur à avoir, mais en tout cas à pratiquer c'est assez difficile. Ça demande un peu d'expérience ou je sais pas comment ça s'acquiert. Il y a des gens qui savent le faire plus que d'autres de s'extraire. Et puis un autre critère, et qui est le plus délicat et le plus difficile, est de savoir travailler au sein d'un jury. Travailler au sein d'un jury, c'est un truc extrêmement complexe, c'est-à-dire qu'il est impossible que quelqu'un, même animé d'une grande passion, ayant une grande culture, ayant des goûts et des valeurs sûrs, intègre un jury en disant « je pense que c'est comme ça et c'est pas autrement ». Ça, c'est impossible. On ne peut pas accepter des gens comme ça dans un jury parce que ça fait péter le jury complètement. Ça dure pas longtemps. Donc il faut des gens capables de travailler entre eux, qui n'ont pas les mêmes avis, qui n'ont pas les mêmes opinions. Et il y a des moments où ça va clasher très fort, en fin de sélection, les tons montent et tout ça. Et il faut être capable à un moment de vraiment se retirer de soi et de dire qu'est-ce qui est meilleur pour le groupe et pour le prix. Et si je suis minoritaire, alors ça ne marcherait pas parce que 9, tu dis une grande gueule et 8 êtres serviles qui suivraient cette grande gueule, non, ça ne marcherait pas alors. Tu veux dire un anneau pour les contrôler tous, c'est moi qui l'aurais? Non, ça ne marche pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Alors il faut trouver les 8 serviles déjà. Oui, c'est compliqué. Et puis parce que cette boutade effectivement ironique, j'espère qu'on m'en voudra pas, ça veut dire aussi, allez donc en face des 8 autres en leur disant… Vous n'êtes que servile. Oui, c'est ça, ça marche pas. Non, dans le jury à l'heure actuelle, on va rentrer donc mon truc, il est super bien fait. Fonctionnement du jury. Oui. Alors, autre critère de validation d'un jury, une force émotionnelle assez forte. C'est-à-dire qu'il faut une carapace. Un blindage complet. Parce que le jour où vous sortez, vous mettez un pied dehors, vous avez 10 éditeurs qui vous tombent dessus en disant c'est n'importe quoi, si vous faites vraiment n'importe quoi, jamais plus je ne mettrai les pieds ici, mon jeu l'a pas eu. Un exemple, on vient d'avoir Martin Wittberg au téléphone parce qu'on va parler de Protolab, on a un peu discuté. Martin Wittberg qui a été dans le jury pendant 2 ou 3 ans, je crois, et qui n'y est plus, qui démontre encore une fois qu'on se renouvelle. Et il m'a confié au téléphone qu'il avait,
des années, enfin depuis qu'il a quitté le jury, il y a un an je crois, il avait passé un Cannes formidable, il était tranquille et qu'il se rendait compte à quel point c'était difficile, qu'il avait souffert de cette pression et que là il était content de ne pas avoir cette pression sur les épaules et de pouvoir être tranquille. Il a croisé Erwan, qui est un nouveau membre du jury, qui lui a dit « Oh dis donc, c'est super pas facile ». Voilà. Je les avais prévenus moi que c'était très difficile. C'est difficile à plusieurs niveaux. Et là, je vais parler de manière personnelle, c'est encore plus difficile pour moi qui suis à l'intérieur pour une raison rigolote. Parce qu'on m'attaque souvent, ou on dit ouais, c'est copinage, etc. J'ai fait un petit statut Facebook où j'expliquais un petit peu à un moment donné les trucs qu'on pouvait m'embaucher au Caucase, mais il faut bien comprendre que moi, quand je monte sur le plateau, quand je sélectionne des jeux, il y a plein de jeux de gens que j'apprécie énormément. C'est-à-dire que quand on va prendre Unlock cette année, Unlock est primé, je connais Cyril Domingue, puisqu'il vient ici, on a fait de la musique ensemble, etc. Je sais qu'il a le prix, je suis content, non mais je suis content pour lui, mais en même temps, il y a Bruno Catala. Bah oui. Et émotionnellement, comme dit le Mob, c'est très difficile parce que je le sens en moi, la déception de Bruno. Et c'est très, tu vois, j'en parle, j'ai des frissons. Elle est très forte. C'est extrêmement difficile de savoir que des gens que tu apprécies vont être déçus. Vont être déçus. Il y a Fred Henry dans le public, avec tout ce qu'il subit par rapport à Conan. En fait, si je ne raisonnais qu'en amitié, donc je n'aurais pas sélectionné Fred Henry. Voilà. Donc, si tu réfléchissais de la façon dont il est parfois reproché au jury de fonctionner et d'attribuer le prix, ça n'aurait pas fonctionné comme ça. Bah, clairement, les gens qui disent, qui pensent, qui écrivent que Conan a été sélectionné parce que Fred Henry, je l'apprécie et c'est un camarade, ils n'ont pas d'empathie, ils ne raisonnent pas. Si c'était vraiment quelqu'un que j'apprécie, jamais. Si je raisonnais que comme ça, parce que là on va croire que j'ai dit que je ne l'appréciais pas, si je raisonnais comme ça, c'est-à-dire de manière amicale, jamais je n'aurais fait supporter à Fred Henry la déception de ne pas l'avoir. Et je lui aurais épargné toutes les attaques qu'il subit sur tous les forums. Évidemment, donc c'est totalement illogique. C'est ce que disait le Mops, c'est très difficile de s'extraire de ça. C'est-à-dire tu dois te dire, bon, je ne raisonne pas en amitié, en connaissance, en machin, je raisonne pour le secteur ludique, pour le festival. On m'a confié une mission, c'est celle-là. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de me croire, les complotistes vont dire bien sûr. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, ceux qui sont doués de raison, ceux qui comprennent, qui nous connaissent, c'est des variables auxquelles on ne pense pas. Mais c'est évidemment, comme le disait l'homme, émotionnellement très difficile. À la fois, toutes les attaques qu'on va prendre derrière, et puis toutes les déceptions qu'on va créer chez les gens qu'on apprécie, chez les gens qu'on aime bien. Et arriver à maintenir cette distance aimable exactement. Avec les autres. Ou moins aimable si on insiste un peu trop. Et l'autre chose, puisque tu parlais on parlait de copinage et toi tu parlais de cooptation, effectivement c'est des choses qu'on a à voir. Effectivement dans le jury, le renouvellement se fait par cooptation. Ça veut dire que les membres du jury proposent à l'intérieur de ce jury, on va dire ben voilà, on va renouveler, faire rentrer de personnes. Qui voyez-vous qui pourrait prendre cette place? Donc tous les membres du jury font des propositions, tout ça, et ce genre de critères rentre en cause en disant bon, bah, lui, oui, il a une bonne connaissance de tout ça, mais après, est-ce qu'il ne va pas nous péter dans les doigts parce que ça va être très compliqué à gérer ça, il est très intégré là-dedans, enfin voilà, c'est vraiment… donc ça, c'est vraiment le choix d'un membre du jury, c'est super compliqué. Il y a des tas de ralouilloux complotistes, il est ratifié par les gens de l'organisation du Festival de Cannes, qui ne choisissent pas les membres du jury, contrairement à ce que j'ai pu lire quelque part, mais qui disent oui. Voilà. En général, ils disent oui. Oui, c'est rare quand donc le festival sont quand même malgré tout indissociables. Ah ben oui, c'est indissociable. Donc ça veut dire que, je fais le naïf, mais le prix et le festival sont la confluence, l'immense carrefour dans lequel se retrouve l'évolution du jeu, les attentes de la presse, les attentes du grand public, les attentes des joueurs, les attentes des éditeurs. Donc en gros, c'est un super niveau d'équilibriste pour tout ça. Donc, et avec tout le risque, on penche un petit peu là, mais on rattrape après de l'autre côté, mais on repenche de l'autre côté. Donc dans cet exercice effectivement très, très difficile, le prix est au service du festival, puisque certains l'ont dit, oui peut-être, mais le festival est au service du prix aussi, et au service du secteur, et l'un de l'autre. Et c'est pour ça que ça s'appelle Asdor, parce qu'il y a eu des discussions sur pourquoi Asdor, jeu de l'année, Asdor. Au début, ça a toujours été Asdor, et ça s'est né Asdor. La marque Asdor appartient à la ville de Cannes, donc c'est Asdor. Ça s'appelle les jeux de l'année à un moment donné, parce qu'il y a eu ce mélange avec cette association de jeux, mais c'est redevenu Asdor parce que
faudrait savoir ce qu'on veut en fait. Et le jeu de l'année a une connotation, c'est-à-dire que peut-être que c'est là qu'il y a eu un petit flou qui a créé des attentes quiproquos. C'est vrai que quand tu dis jeu de l'année, tu t'attends au meilleur jeu de l'année. Or, l'objectif du prix n'est pas de décider quel est le meilleur jeu de l'année. Personne est incapable ou capable de dire dans une œuvre, on va dire culturelle, un produit, une œuvre de l'esprit, parce que le jeu reste quand même une œuvre de l'esprit finalement. Personne n'est capable d'évaluer à 0,5 points près. Si on demande qu'est-ce qui est mieux, c'est mieux, je ne sais pas moi, Le Mépris de Godard, qui a eu une Palme d'Or, ou Amour de Godard. Bah non, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Enfin, c'est pas gérable. Alors que dans le jeu de l'année, il y a la notion de produit de l'année, la voiture de l'année, voilà. Et puis, d'un côté, on a tous les produits. Enfin, toutes les productions culturelles, cinéma, musicales, qui ont des noms spécifiques. Le prix Goncourt, l'As d'Or, l'Ours de Berlin. Voilà, c'est que des noms comme ça. À aucun moment, on a le livre de l'année, on a le truc de l'année. Pourquoi pour le jeu, on le ferait. Voilà, on ne ferait pas. Donc, As d'Or. Ce n'est pas le meilleur jeu de l'année. Ce n'est pas le meilleur jeu de l'année. On n'était pas, moi je ne suis plus, mais on n'était pas une équipe de marketeurs. On n'est pas là pour faire du marketing. Non. Ça veut dire que quand les gens qui disent ce prix récompense le meilleur jeu de l'année 2, c'est faux. Le meilleur jeu de l'année 2, ça n'existe pas. Chaque année, il n'y a aucun jeu qui est meilleur que tous les autres. Dixit n'était pas le meilleur jeu de l'année. C'était un des meilleurs jeux de l'année. Et on a choisi celui-là parce que c'était celui qui nous parlait le plus. Concept, c'était pas le meilleur jeu de l'année, mais on a choisi celui-là parce qu'il faisait partie d'une liste de meilleurs jeux de l'année, qui parfois est plus grande que 10-11 qui sont choisis. Largement. Donc ce sont des jeux qui sont mis en lumière par un jury. Mais alors, effectivement, il y a de l'arbitraire là-dedans, mais pas que. Enfin, je veux dire, c'est un choix d'une liste, mais en tout cas, c'est jamais le meilleur. Voilà, le meilleur, c'est les gens qui vous vendent des automobiles, qui disent c'est la meilleure du monde. Et chacun a la meilleure. Oui, c'est un peu la métaphore que je prenais tout à l'heure. C'est qui le meilleur entre Picasso et Dali? Et je répondais aux 100 mètres. Je pense que Picasso gagne, mais dans la création artistique, il n'y a pas. Tu allais rebondir encore une fois. J'ai l'impression que tu es le champion du trampoline aujourd'hui, toi. T'arrêtes pas de rebondir. De l'arbitraire, certes, de l'arbitraire réfléchi. On a parlé de la prise de recul, on a parlé des critères nécessaires à la nomination et ensuite à la sélection d'un primé. Et un primé qui n'écrase. Le primé, me semble-t-il, n'écrase pas les autres. Non. Et la liste n'écrase pas ceux qui n'y sont pas. Exactement. Donc, bien évidemment, le goût subjectif pour le jeu de tous les joueurs va vouloir abonder dans le sens d'un autre. Un autre aurait dû être sélectionné, un autre aurait dû être nommé, un autre aurait dû être primé. Mais oui, certes, mais dans l'objectif et dans la réflexion d'un jury, d'un festival et d'un secteur, on en arrive à… Tous les gens qui ont cette réflexion quand ils analysent en disant il ne devait pas gagner, c'est celui-là qui devrait gagner, ce sont des gens qui ne peuvent pas être dans un jury. Parce qu'en général, ils ne raisonnent que personnellement par rapport au plaisir qu'ils ont pris sur tel jeu. Ils sont pas capables de s'extraire et de prendre de la distance. Parce que moi, quand je suis dans le jury et que c'est Colt Express qui gagne, je ne joue pas à Colt Express. C'est pas mon jeu. Vous le savez, en regardant les Trick Track TV, vous voyez bien que bon, je joue à Colt Express parce qu'ils sont là, mais c'est pas mon type de jeu. Donc, si tu ne fais gagner que les jeux qui t'intéressent, toi, quand mais pour le public ciblé, dans tous les jeux publiés, si on a envie de leur montrer quelque chose, c'est Colt Express qu'on va prendre et pas forcément le jeu que toi tu aimes. Alors les questions qui arrivent après, c'est comment fonctionne ce jury, à quelle fréquence on se réunit, etc. C'est très simple, nous sommes donc 9 dans le jury, parfois on est 7, parfois on est 8, etc. Nous sommes tous issus de réseaux différents. On vient tous de lieux différents. Il y a des Belges, il y a des Parisiens, des Orléanais, des Lyonnais, etc. Et ce sont des gens qui ont des groupes de joueurs autour d'eux. Il y a des Bordelais aussi. Il y a des Bordelais, on va avoir des ennuis sinon. Vraiment, en tant que Toulousain, Bordeaux, bref. Il y a des gens qui viennent de partout et qui jouent chez eux, avec leur propre appétence, leurs propres envies, leurs propres plaisirs, et les types de jeux qu'ils affectionnent. Et donc, tous jouent chez eux. On a un document partagé sur Internet, sur Google, et tous les noms, le palais rempli, les organisateurs, il y a un stagiaire, on va savoir, qui met tous les noms des jeux sortis. Dès qu'ils en savent qu'il y a une sortie, ils le mettent. Et il y a nos listes, il y a nos noms qui apparaissent sur un tableur. Hein, et quand quelqu'un a joué à un jeu, il va le noter. Il ne le note pas avec une note sur 10 ou sur 50. Il met un petit chiffre qui veut dire à regarder absolument. Ou ne peut pas rentrer dans la sélection de l'As d'Or. Parce que souvent, par exemple, il y a une extension, c'est un jeu sorti déjà, une copie, ou un jeu qui est déjà sorti il y a 10 ans. Bref, donc j'y ai joué, mais ça ne mérite pas. Je ne sais pas si vous avez gardé, il y avait aussi le bouton hors de mes compétences. Hors de mes compétences, c'est ça. Je dis, mais moi, je n'ai pas d'opinion. Il faut bien. On peut pas
ni faut goûter garder tous les l'humilité jeux. de. Oui, c'est Voilà, ça. Ah ben moi, je ne note quasiment aucun jeu pour enfants. Personnellement, j'attends que quand je vois un 3, je me dis, ok, soit je vais attendre qu'il soit. À ta portée, entre Qu'on fasse une réunion où ils vont me l'expliquer. Voilà. Donc on fait petite croix. Quand on voit, je ne suis pas le seul joueur de gros jeux par exemple, et quand je vois un François Descamps qui met un petit 3 sur un jeu auquel je n'ai pas fait attention, ben, je vais voir typiquement le cas Star Realms. Quand Star Realms est arrivé au bureau, j'ai vu ce que c'était. En grand joueur de Magic, j'ai dit pas pour moi. J'ai envoyé Guillaume perdre sa vie là-bas, parce que j'étais pas couillon. Voilà. Mais tu es faible. Mais voilà, à un moment donné, j'ai vu un 3, un deuxième 3, j'ai dit bon, j'ai pas le choix. Je dis Guillaume, tu peux m'expliquer? On va y jouer. Et là, j'étais foutu. Je suis tombé comme un con dedans. Ça fonctionne comme un système de lanceur d'alerte. Voilà, exactement. On se lance des alertes entre nous et puis arrive un moment où on fait des réunions. On se voit régulièrement, une fois par mois, puis 2 fois par mois. On monte chez les uns, chez les autres et on discute. On joue à des jeux, on se fait découvrir des jeux. Tu vas voir, celui-là, il joue comme ça, il a plutôt ça, et on papote, et on retourne avec des jeux à essayer encore plus en profondeur chez soi. Et puis arrive la dernière réunion. Avant la dernière réunion, par mail, on s'envoie la liste des jeux qui personnellement nous semblent indispensables dans le final. Voilà. Chacun envoie 10 jeux, entre 10 et 15. Évidemment, on a des jeux en commun, tous. Donc on se dit, ça fait l'unanimité. Par exemple, Unlock, il était dans la liste de tous. Et puis, il y a des jeux qui ne sont pas dans la liste de tous. Tu vois, en as en général 1, 2 ou 3 qui sont dans la liste de tous, et puis après, c'est disparate. Et donc, arrive la dernière réunion où on discute de tout ça. Et on discute, et on échange, et on argumente, on contre-argumente. Quand on n'est pas, ça dure 2 ou 3 jours. Hein. Quand on n'est pas d'accord, mais toute la journée. Ils viennent ici chez Trick Track, et puis il y a à boire, à manger, et on y va, on commande des pizzas, et on n'arrête pas de 9h du matin à 2h du matin s'il faut. Et c'est là que le ton monte, c'est là que les discussions sont âpres, mais je vous assure, là aussi, il faut des épaules. Parce que parfois, alors même si on est tous amis, on se fait des bisous après, ça monte. Le Mobs, pour vous le dire, cette année, ça a tapé du poing sur la table, le ton est monté, vraiment. C'est-à-dire que les gens qui ne nous connaissent pas pourraient dire qu'on est en train de se déchirer la gueule et qu'on ne s'aime pas. Sauf, c'est pas vrai, c'est que, en fait, c'est 9 grandes gueules dans ce jury. Il y a ces 9 personnes qui ont quelque chose à défendre. Parce qu'après, il faut le porter, le prix. Il faut expliquer à quel moment ça crie, parce que ça ne crie pas à n'importe quel moment. Il y a les jeux évidents, c'est-à-dire ceux qui font partie de toutes les listes. Alors là, il y a aucune… Bah oui, ça va vite. C'est le bas de la liste. C'est le bas de la liste parce qu'il y a 12 places. Là, il y en avait 10. Il y en a 10 en gros. C'est le bas de la liste et au bas de la liste, il y a des jeux qui rentrent dans cette liste. Pour l'instant, les membres du jury ne savent pas si ça va être un palmarès ou pas, mais c'est les jeux qui rentrent et à un moment, il n'y a plus de place. Et celui-là, il n'y est pas. Alors, il doit y être. Non, et donc, là, on se retrouve avec 8 avocats. C'est ça. Mon client a été injustement traité parce que si tu prends celui-là et quand même, ça marche aussi. Et là, tout le monde de dire, oui, ça marche. sûr, voilà. Lequel tu retires? Celui-là? Ah non, celui-là. Celui-là, il a un petit truc spécial quand même en plus. Et c'est là que ton monte. Et c'est là où tu as des gens qui font bon, mais moi je suis d'accord avec lui. S'il est d'accord avec moi, parce que je vais dire tu vois, voilà, on est joueurs, on est 9 joueurs. Vous jouez à diplomatie. On est 9 joueurs. Donc il y a cette grande discussion. Donc en gros, il faut faire tenir 3-3-3 ou 3-3-4, parce qu'il y a 3 ou 4 catégories. Et puis, une fois qu'on a fait ces catégories, il va falloir dire qui est gagnant. Et là aussi, il y a à nouveau discussion. Il y a des évidences. Dixit, c'était une évidence absolue et totale. Ça n'a pas discuté une seule seconde. Mais 2017, en 14 ans de jury, je n'ai jamais vu une sélection aussi difficile. 2017, ouais. 2017, vous aviez que des bons jeux. C'est que ça, ce n'est que des bons jeux. Moi, je me rappelle d'époques où il y a des années, on a eu des jeux bien, mais pas d'évidence. Et c'est aussi dur de dire, celui-là est bien, ouais. Celui-là est bien aussi, ouais. Celui-là est bien, ouais. C'est complet. Bon, alors. Alors du coup, question, je me fais pas le porte-parole parce qu'après on va encore me dire que j'en ai oublié, mais il y a un moment où on peut se demander est-ce que le prix éclaire quelque chose qui n'était pas dans la lumière en disant ratez-le pas, ou est-ce qu'à l'inverse, ou est-ce qu'en fonction des années, ou est-ce que ça dépend du moment, le prix il entérine un super jeu que tout le monde sait déjà que c'est un super jeu. Ça dépend du moment, ça dépend de qui est dans la liste finale, ça dépend que de ça. C'est exemple, et ça me permettra d'apporter une petite précision chez vous qui nous regardez par rapport à Unlock par exemple, où il était reproché à Unlock d'être sorti il y a très peu de temps, avant l'ouverture du truc. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, Unlock est dans les clous du règlement. Parce que le règlement stipule que
un jeu nommé et un jeu qui gagne doit être disponible dans le festival. Au moment de l'ouverture du festival, le vendredi matin, les gens doivent pouvoir se le procurer. Voilà. Et il y était Unlock. Et on a un droit d'erreur jusqu'à 18 mois en arrière. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un jeu qui est peut-être sorti quelques jours où il était présenté pendant le festival, qu'on n'a pas vu. On s'autorise à le récupérer sur 18 mois. Voilà. Imagine, par exemple, il y avait des préversions l'année dernière. Voilà, exactement. Et pour en revenir à ce point précis sur Unlock, il faut comprendre comment fonctionne la distribution et l'impression de jeu. Nous n'avons pas, nous, membres du jury, joué sur un prototype. On ne s'est pas contenté d'essayer le truc à télécharger, à imprimer soi-même avec cette petite imprimante pourrie pour pouvoir nous faire une opinion. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que le règlement est clair. Les membres du jury doivent avoir joué avec le matériel tel qu'il est dans la version proposée en boutique. Donc, nous, membres du jury, avons eu entre les mains une vraie boîte d'Unlock 2 mois avant sa mise à disposition sur les étals. Parce que quand on fabrique un jeu, vous imaginez bien que quand on lance l'impression de 5 000, 10 000, 20 000, et là, Unlock, c'est 80 000 boîtes qui partent dans le monde, qui sont déjà parties, qui sont implantées dans les boutiques, ils n'appuient pas sur un bouton, ils en font 80 000. Et évidemment que l'éditeur envoie les fichiers pour fabriquer le jeu et que l'entreprise qui les fabrique va en faire une petite dizaine. Ils en font une dizaine, ça s'appelle des exemplaires d'usine, qu'ils envoient à l'éditeur, qui va valider. Il va dire oui, c'est bon, oula, ça a merdé, ça ne tient pas à l'intérieur. Donc nous, les membres du jury, nous avons reçu, sans passer par la case éditeur, directement de l'usine en Allemagne, fabriquée en Allemagne, une vraie boîte de Unlock. Donc partout où vous lisez, partout où vous entendez, quand quelqu'un vous dit ils ont joué sur un prototype, alors oui aussi. Soit le type est idiot, soit il vous ment, soit il vous prend pour un idiot. Oui aussi, il y a eu des prototypes avant le… Oui, on a pu jouer sur des prototypes avant, mais sinon c'est pas là-dessus que vous avez jugé. Non, on doit avoir le jeu dans sa version définitive, sinon il n'y va pas. Voilà. Donc après, comment se fait cette décision? Effectivement, c'est une année type. On a Codename qui fait un carton monstrueux. Imagine. C'est un jeu génial. Imagine qui fait un carton monstrueux, qui est un jeu génial. Sinon, on ne l'aurait pas mis dans cette putain de liste finale s'il n'était pas génial. Et on a King Domino qui, pour moi, va être un méga classique comme la guerre des moutons, etc. C'est une petite merveille. Et c'est entériné par les ventes, c'est entériné par les avis, par le choix des boutiques. Ça finit par se retrouver partout. Voilà. Oui, voilà. Et on a un Unlock qui n'est pas sorti, qui va arriver. Ah. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? Comment on décide? Eh bien, ça tient à des micro-détails. Ça tient à des pas grand-chose. Ça tient à… parfois, par exemple, là, on peut se dire, ouais, mais on sait que les escape rooms, ça fait un carton. Il y a 100 escape rooms à Paris, il en ouvre partout. On se dit, ben ouais, mais là, il y a des gens qui ne sont pas joueurs de jeux de société, qui découvrent qu'ils aiment bien s'amuser dans les escape rooms, ils ont des facilités. Et ça ne serait pas con de mettre en avant un jeu comme ça, parce que le jeu est très très bon, il fonctionne. Ce ne serait pas con de mettre un jeu en avant comme ça, parce que ça va parler aux médias qui s'intéressent à la chose, et à tous ces gens qui ne sont pas joueurs, qui vont se dire, il existe des jeux de société sur les escape rooms, prenons-le. Et du coup, Asdor, ça veut dire regardons la liste d'à côté et peut-être qu'ils vont aller jouer à du King Domino, alors que l'inverse n'est pas forcément possible. La stratégie géniale, alors peut-être si les gens d'Asmodée nous écoutent ou des Space Cowboys, ça serait de contacter toutes les escape rooms de France. En disant, alors les boutiques vont couiner, mais je leur ai dit je leur ai dit quand j'étais à Cannes, j'ai discuté avec 4 boutiques, puis François qui est membre du jury, il est boutiquier. Thierry aussi. Si ils allaient dans toutes les escape rooms de France ou déposer 4 ou 5 boîtes d'escape room d'Unlock à l'intérieur, vous imaginez l'impact de la propagation du jeu. C'est juste énorme. Voilà, c'est des petits détails comme ça qui rentrent en ligne de compte, ça tient à pas grand-chose. Et du coup, est-ce que, je ne sais pas si on y pense, mais est-ce qu'on se dit, il vient de sortir, qu'est-ce qu'on fait? On ne le dit pas tout de suite pour que le public entérine notre choix, mais on le remet à l'année prochaine, ou justement on se dit, non, il faut profiter de ce momentum. Je l'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai dit tout à l'heure, j'ai le sentiment de servir à quelque chose si je mets au service du jeu et du prix toute cette analyse ou sensation ou réflexion que je peux avoir. Si j'ai autre chose à faire que de passer du temps
Parce que c'est long, être membre du jury, c'est assez long. C'est très long. Il faut monter à Paris de temps en temps, des machins, des trucs. Et puis je peux vous dire, hein, quand il y a une réunion à Paris, parfois je loupe un entraînement de vélo. Et ça me fait super chier. Pour vous dire à quel point c'est. Non, si c'est ça, c'est juste pour dire, bon, mais ça s'est vendu à 100 000 exemplaires, on va lui donner le prix. Ben, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, c'est des trucs comme ça. Alors, mais ça, la ville de Cannes, qui est l'organisateur, entend ce genre de propos, et puis c'est délicat. Après, il faut assumer les gens qui queen. Il y a des remarques qui sont sur pourquoi pas 15 jeux, pourquoi pas 10 jeux, parce qu'au bout d'un moment, il ne faut pas noyer. Il ne faut pas noyer les journalistes, il ne faut pas noyer les gens qui ne sont pas spécialistes, parce qu'autant un spécialiste, il va avoir 15 jeux, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Autant vous mettez une liste de 15 jeux, on s'est retrouvé dans un restaurant de Cannes. Elle n'est pas publiée, 15 jeux. On s'est retrouvé dans un restaurant de Cannes l'avant-dernier jour avec des gens avec qui on a discuté et qui disaient on se remet au jeu avec nos enfants. Et nous, vous jouez à quoi? On joue à la bonne paye, on joue à Slash, les rétro Satanas. Alors on dit mais non, quel âge ils ont? Et on leur a dit faut acheter Pic-Plume, faut acheter le Verger. Et alors elle nous a amené un carnet, et puis on était 6 ou 7 à la table, 6. Et vas-y que chacun donne son nom. Et à un moment donné j'ai dit stop. Oui. On va pas lui faire dépenser tout son argent qu'elle gagne dans des jeux, mais si on y en met trop, ça ira pas. Donc j'en ai noté 6 ou 7, mais je lui ai dit, regardez d'abord en premier les 2 premiers. Parce que la bonne femme, on lui aurait rendu un livre avec elle aurait posé ça, c'était fini. Ouais. Parce que tu lui offres le choix. Un choix trop large, tu es un peu perdu. On ferait la même chose avec de la musique, on ferait la même chose avec, tu vois, quand tu demandes un conseil, tu n'as pas envie qu'on te donne 50 trucs. C'est pour ça qu'on reste sur 3-4 jeux. Donc voilà à peu près comment ça se passe. Et puis après, une fois qu'on a écrit ça, on a décidé qui allait gagner, etc. Et ben on regarde la liste et puis on se dit, t'es sûr qu'on ne fait pas une connerie? Si, peut-être, réfléchissons, non. De toute façon, ils vont gueuler pour ça va couiner pour ça. Ouais, t'as raison, on n'en a rien à foutre qu'ils gueulent pour ça. Tu vois, donc c'est une réflexion globale et générale. Voilà. Des choses à dire sur ce que je viens de dire? Est-ce que les gens qui nous regardent en direct, nous sommes en direct, je le rappelle. Confirme leur du coup, le SAIS, c'est rigolo parce que du coup, vous concentrez cette année des cas particuliers. Oui. SAIS se met à changer d'éditeur. Oui, ça on ne peut pas le gérer. Avec rupture de stock entre les deux. Oui, et ça ne se gère pas, tu peux pas le savoir. Nous, quand on s'est retrouvé avec Site, qui n'avait aucune raison de ne pas être dans la liste, on ne sait pas qui a la rupture. Et puis on se dit, bon, il y a changement, on téléphone. On téléphone à Matago, et Matago nous dit que ça sera disponible tel jour, telle heure. Mais on ne va pas savoir que le camion il va s'écraser ou quoi. On aurait été... Et les éditeurs ne peuvent pas savoir non plus. C'est-à-dire que, pour parler d'un autre truc qui n'est pas dans le prix, on a fait un très joli article, nous, sur Fujiflush. On a eu un coup de cœur de la rédaction sur Fujiflush. On fait un article sur Fujiflush, 2 semaines après, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Bah oui. Voilà. Mais c'est à la fois de notre faute et pas de notre faute. Enfin, l'éditeur ne pouvait pas savoir qu'on allait écrire un article dithyrambique dessus. Mais tu vois, par exemple, Fujiflush, moi, je leur ai montré aux gens du jury, j'adore ce jeu. Voilà. Mais typiquement... Il y a eu un moment de réflexion. Moi, je savais le tirage qu'il y avait chez Edge. Je sais que Edge, ce genre de jeu, ils en ont 1000 exemplaires, 500 exemplaires. Tu te dis, on ne va pas le mettre parce que là, vraiment, puis ils n'en feront pas. Là, maintenant. Tu vois oui, maintenant, oui, mais tu vois, ça laisse du temps, ça laisse du délai. Si ça a été demandé. Alors les gens vont dire, ouais, mais alors les unlock. Non, c'est pas pareil. Unlock, on le savait qu'il était là avant. Et puis, il y a des gens, on sait que ça va être efficace ou pas. Là, je peux dire que chez Matago, tout le respect que j'ai pour eux, maintenant on va être un peu plus délicat sur les, mais en même temps, c'est pas gérable. Le jeu était disponible, il y a des joueurs qui l'ont eu. Et puis ils l'ont fait venir par avion. Ils l'ont fait venir par avion. Sur le festival, il y en avait quoi, 100, 200, 500, 300? Non, peut-être pas 300. Mais bon, sur le festival, il y en avait. Sachant que, vu le genre de personnes qui allaient sur le festival, voilà, les unlock, il y en avait 800, tout a été vendu, c'est normal, c'est celui qui s'adresse au plus grand nombre. Bon, Site, vu le prix, vu le poids. Bon, en tout cas, on pouvait l'acheter dessus. Alors, les boutiques, elles l'auront un petit peu plus tard. Mais l'idée, c'est que c'est pas un jeu, c'est pas un prix pour les boutiques. Il y a un truc que peut-être le public ne sait pas, c'est que le règlement aussi a changé à partir d'une époque. C'est-à-dire qu'il y a une époque où les éditeurs étaient prévenus très tôt des résultats, y compris du palmarès. C'est-à-dire qu'avant de venir, les gens savaient qui avait le prix, et c'était fait de telle manière que justement, il n'y ait pas de ce souci avec les éditeurs de dire que vous allez avoir un prix, les gars, si vous êtes en rupture, il va falloir déjà commencer à travailler sérieusement. Depuis quelques années, pour des raisons, alors je ne sais plus pour quelle raison, c'était pour s'associer, pour s'harmoniser avec le Spiel des Jahres, un petit peu dans une idée de fonctionnement un petit peu européen. Les gens connaissent, les éditeurs sont prévenus, c'est ça, d'être dénominés, mais pas du palmarès. Voilà. C'est ça. Donc,
Il n'y a pas moyen de savoir. Plus personne n'a moyen de savoir. Personne ne sait qui va gagner le prix. Ah oui, d'accord. Plus personne à l'avance. Non. D'accord. Donc, ils savent qu'ils sont nommés. Ils le savent. Donc, il n'y a plus personne qui téléphone à l'éditeur en disant « Dis donc, je te parle de ça, comme ça a l'air de rien, je suis au Festival de Cannes. C'est bon là, sur ton jeu, si jamais tu devais en vendre beaucoup plus, tu en aurais en stock Ça ne peut plus exister aujourd'hui. Donc voilà, tu dois le gérer. Et puis, on a quand même un petit problème maintenant avec ça, puisque le truc doit être disponible sur les étals et tout ça. En tout cas, boutique, j'ai entendu beaucoup de boutiques couiner sur le propos de il doit être en boutique avant, pendant, après. J'ai échangé sur place pendant le festival. J'ai rencontré pas mal de monde, donc Loïc Boignet, qui était quelqu'un qui n'avait pas la même vision, qui lui disait il faut que le jeu soit avant, disponible, etc. Et moi, je lui ai dit à un moment donné, mais la variable boutique, elle est un peu délicate parce qu'elle est en train de changer. Chez les experts, c'est 3 jeux en Kickstarter. Pour le moment, c'est des jeux que l'on va trouver en boutique. Mais à un moment donné, par exemple Conan, Monolith a décidé de ne plus mettre les jeux dans les boutiques. Bon, et à mon avis, pour ce genre de produit, pour les produits Kickstarter, etc., tous les jeux qui parlent aux joueurs, à un moment donné, en tout cas une partie des bons jeux qui parlent aux joueurs ne vont plus se retrouver en boutique, mais seront vendus directement par les éditeurs, via des plateformes, des hubs, ils appellent ça, via des logisticiens qui vont les livrer. On pourra commander leurs jeux sur le site internet de l'éditeur. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que cet argument qui consiste à concevoir un prix ludique sur son achat potentiel dans une boutique en physique doit rester ou pas? Tu vois? Et ce sont des questions qu'on se pose maintenant. Encore une fois, je le disais au tout début de cette émission sur l'Asdor, les décisions, l'organisation, le règlement évoluent au fur et à mesure qu'évolue le secteur. Et là, il y a un point. Site, avec la rupture et le changement de distribution, provoque aussi une interrogation. Parce qu'on ne contrôle pas tout, personne ne contrôle tout. Il y a eu la cérémonie des Oscars, cette nuit-là. On vous parle, on est le lundi, la veille, voilà. Ça a merdé. Ça arrive toujours, une petite merdouille. Et dans le monde du jeu, on est beaucoup moins, pas professionnel, mais on invente au fur et à mesure, on découvre au fur et à mesure. Et là, potentiellement, il y a des changements. C'est des discussions qui doivent entrer en ligne de compte. Est-ce que cette notion de boutique, est-ce que ce n'est pas aux boutiques, au secteur de s'adapter? Nous, le MOBS, quand on a intégré le jury, c'est parce qu'on est joueur et qu'on aime les jeux et qu'on aime jouer. Notre expertise, elle est que sur le plaisir qu'on prend au jeu et notre capacité à le MOBS comme moi, parce que le MOBS a été vendeur pendant des années. Et quand tu es vendeur dans une boutique, tu ne vends pas tes jeux à toi que tu aimes. Tu dois comprendre ce que veut le public, ce que demande le client pour lui fournir et qu'il ne soit pas déçu. Ça, c'est un bon vendeur. Voilà. Non, moi j'étais très naïf. Au début, je pensais qu'un bon vendeur, c'était quelqu'un qui vendait les jeux qu'il aimait bien. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Et j'ai appris très vite, mais vraiment un truc bête, l'anecdote ne dure pas longtemps, c'est une dame qui est venue me voir un jour et qui me dit, ben voilà, moi je joue, je sais plus, aux 1000 bornes. Je dis, oh là 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 là, ma pauvre dame. On a fait bien mieux depuis. Et là, la dame, très démunie, me regarde et fait, pourquoi vous dites ça? Oui. Elle l'a pris en pleine On joue toutes les semaines aux 1000 bornes avec mes enfants et on s'amuse comme des fous, on rigole comme des fous. Et là, je me dis, mais qui suis-je? Pour lui dire que… Est-ce que j'ai pas le droit, moi, de démonter le plaisir de cette dame-là? Et donc, cette dame-là, effectivement, elle m'apprend des choses aussi. C'est-à-dire que, voilà, bon, c'était une parenthèse. Pour le prix, parce qu'on pourrait aussi quand même se dire, oui, mais alors si le prix devient important, s'il a un impact, ça serait peut-être bien de prévenir un petit peu avant. Parce que comme ça, l'éditeur, il a le temps de faire des boîtes avec le logo. Puis comme ça, tout de suite, on voit… Non, mais il fait le scotch, il décolle et on s'en fout. En tout cas, moi, ce n'est pas une réflexion… moi, j'aime bien la surprise que les gens peuvent avoir. J'aime bien l'émotion qui se dégage. Même si cette année, il y a eu une petite couille au moment de la cérémonie. Mais bon, c'est pas… Enfin, moi, je préfère… Petite couille. Oui, j'aime bien les petites couilles. Ça me rappelle des… Non, personne. Deux petites choses. Il y a quelqu'un qui essaye de… Parce qu'on a lit des commentaires en même temps, qui demande des précisions sur ce qu'est l'expert et ce glissement de public. C'est-à-dire qu'on a un mot, un vocable, une notion qui ne marche qu'à un moment M. Parce que le niveau expert, comme le niveau Asdor tout court, il évolue en fonction des aptitudes du public à accepter ou pas. Et effectivement, on pourrait se dire qu'il y a un glissement du côté expert. C'est-à-dire que les jeux experts sont de moins en moins experts. Ils ne sont pas. Oui, ils sont de moins en moins. On le voit pas de moins en moins experts. Ils ne sont pas aussi experts qu'un petit groupe de joueurs que je ne dénombrerai pas. Mais même 2000. Tu parlais combien pour Unlock? 80 000. Donc, expert pour 2000 ou expert pour 5000 Bon, le expert pour 2000, ce n'est pas le même que expert pour 5000. Effectivement, j'imagine qu'on est obligé d'élargir un petit peu le champ
pour dire un expert, certes, accessible, malgré tout. Enfin, mais, je le sais glissement, pas comment il faut le dire, mais le glissement aussi, il est sur une ligne de temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait un prix pour éclairer des jeux pour un public qui ne s'attend à rien. Et on fait une liste experts pour les gens du secteur qui sont experts. Pour leur dire, regardez, ce prix existe, intéressez-vous à ce prix. Or, c'est fini ça, tous les experts s'intéressent au prix. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils queen. Mais au moment donné, tu es obligé de prendre en considération les gens que tu as séduits il y a 10 ans, qui n'ont pas le niveau d'expertise des experts. Et donc, tu leur proposes des jeux. Ce qu'on a inventé, le familial. Pourquoi le familial plus a été inventé? C'est qu'à un moment donné, tu avais des gens, ils n'étaient plus vraiment familiaux, mais ce n'est plus non plus des gens qui ont passé 8 heures à pousser du cube en bois. Et en plus, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, ce sont des catégories purement abstraites. Voilà, elles ne correspondent à aucune réalité. Au départ, ces catégories-là, par exemple, tu parlais de tout public tout à l'heure, ces catégories-là sont inventées par les gens du marketing pour désigner leur cible de vente. Ce sont des catégories purement commerciales. Tout public, ça veut dire je n'ai besoin de rien faire d'autre que de le poser dans le linéaire pour qu'on l'achète. Ça, c'est le tout public. Est-ce que ça désigne des gens en particulier et leur qualité? Non, ça désigne une qualité du produit. Parce que c'est une discussion que j'ai eue aussi à Cannes et qu'on a souvent. Le grand public, l'essence même du grand public, c'est un groupe de personnes qui n'a aucune particularité. Voilà. Donc à partir du moment où un groupe n'a aucune particularité, qu'est-ce que tu… Ça ne veut pas dire grand-chose. Ou alors ça veut dire que tu prends le plus petit dénominateur commun et du coup le petit dénominateur commun, par le fait il est petit et donc pas très intéressant. Dès que tu augmentes ce dénominateur commun, ça restreint forcément. Tu ne fais quasiment plus rien parce qu'au bout d'un moment, il y a tellement de monde que tu n'arrives… Si tu dis, bon, on va faire le plus petit dénominateur commun pour faire jouer les gens, mais il y a plus de gens dans le monde qui n'ont pas envie de jouer que de gens qui ont envie de jouer. Donc en fait, tu ne fais pas. Il y a même eu des discussions sur le prix enfant en disant, non, Kikou le coucou, c'est tellement presque pas joué. Enfin, tu prends un bâton au pif, et puis si la couleur elle correspond, t'en reprends un autre. Ben oui, mais il n'empêche que… Va faire ça quand tu as 4 ans, mec. Non, mais voilà, après, à quel public je m'adresse et d'où est-ce que tu parles et suis-je capable de prendre le recul pour me mettre à la place de ceux à qui ça va vraiment parler. Et donc la question continue, est-ce qu'un jeu comme Bruxelles ou Myrmès pourrait avoir le prix expert? Oui, sans doute, puisque c'est une question de moment M. Peut-être qu'à un moment donné, les jeux dits familiaux, pas ce terme-là, mais enfin l'as d'or général va augmenter lui ici. Imaginons que demain toute la France joue, parce que c'est un prix francophone. Imaginons que 60 millions de Français jouent, savent ce que c'est que le jeu. Le niveau de sélection pour le prix général va augmenter et de fait, l'expert va augmenter, forcément. Donc ça dépend vraiment des moments. C'est comme catégorie famille. Vu la diversité des familles, effectivement, on se demande ce que ça peut bien vouloir dire un jour ou l'autre. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu famille? Ouais, c'est un jeu auquel on joue avec les enfants. Oui, mais moi j'ai des enfants, j'en ai eu et j'ai connu mes enfants, ceux des autres, et c'était pas du tout pareil. Et je jouais pas du tout au même jeu au même âge. Et puis famille, moi j'ai des enfants, c'est ma famille, mais ils ont 20 ans. Oui. Donc. Oui. Et puis, une fois encore, la question, quand bien même elle est légitime, que souhaite-t-on? Que veut-on? L'expert attend-il une reconnaissance d'un prix sur un jeu niveau plus? Mais les experts, ils n'attendent pas de reconnaissance. Mais justement, la question, elle est posée. Parce que si je sais que c'est un jeu expert, j'attends une reconnaissance, j'attends que le grand public dise « Ah la vache, moi j'y jouerais pas tellement ça me donnerait mal à la tête, mais alors bravo, vous êtes vraiment super bon. Moi je joue moi. On joue à ça. Ouais. Ou alors, est-ce que du coup, parce que si c'était ça, l'expert pourrait très bien se dire, le joueur expert, je globalise bien sûr en disant ça, le joueur expert pourrait très bien se dire, c'est super, si déjà ils arrivent à jouer à Size, nickel, on parlera de Dominant Species et puis de Terra Mystica à l'étape d'après quand on sera un petit peu plus dans l'entre nous. Alors que d'un autre côté, on a aussi tout un pan de la communauté joueur-joueur qui du coup est en train de se dire ça fait suer là tous ces familiaux plus qui viennent de rentrer dans notre communauté de jeux. On se retrouve avec des jeux avec des niveaux classiques et basiques. On serait mieux entre nous. Alors c'est rigolo cette contradiction entre la demande d'une reconnaissance et en même temps essayer de garder un petit peu son entre-soi parce que ça permet quand même de monter bien plus haut. Oui, mais c'est contradictoire. Qu'est-ce qu'on veut? On a connu ça très fort avec le jeu de rôle. Il faut le populariser partout, mais pas sauf lui. On va faire un dernier volet pour l'Asdor et après on passera au salon en général et je pense qu'on fera une coupure pour le générique parce que sinon ça va être trop long. Par rapport à cette propagation du jeu, il y a eu
petite discussion sur Unlock, qui donc est As d'or, et la problématique du one-shot. Voilà. Ah, c'est nouveau. C'est le one-shot. Mon Dieu, comment Kleenex. peut-on croire, le Kleenex, comment jeu peut-on Kleenex. croire qu'on porte l'intérêt des gens sur le ludique avec un jeu que l'on va jeter au bout de 3 fois. Et c'est une discussion intéressante parce que j'ai rencontré quelqu'un à Cannes qui m'a dit « mais moi je pense que King Domino aurait fait un excellent As d'or parce que c'est un jeu pour convaincre les gens de jouer extrêmement formidable. Je suis d'accord, hein, Il en aurait fait un également. C'est un merveilleux jeu pour faire découvrir. Et il me dit « j'ai fait jouer des gens et ils ont immédiatement été l'acheter dans les boutiques. Ils sont descendus, ils ont été l'acheter. Voilà. » Et je lui ai dit « mais c'est amusant parce que pour toi, répandre le jeu, c'est forcément conclu par un acte d'achat. C'est pourquoi. Moi, je m'en extrais de l'acte d'achat. D'abord, quand toi, tu joues à un jeu, si tu es 4, il y en a un qui l'a acheté, pas les autres. Donc déjà, tu fais jouer tes amis. À aucun moment, tes amis, l'acte d'achat ou l'argent n'est rentré en ligne de compte. Ou la consommation jetable. Il y a peut-être tes amis, ils ont joué une fois à Colon de Catane, ils ne rejoueront plus jamais. Pour eux, c'est un jeu Kleenex. Tu vois ce que je veux dire dans l'esprit. Alors, il faut savoir, mais ça date depuis il y a pas mal d'années déjà. À l'époque, il y avait eu un sondage qui avait été fait sur l'usage des jeux de société. Savoir qu'un jeu de société qui était acheté, tout jeu confondu, était joué 7 fois dans une vie. Donc, tu vois, c'est pas, Donc, pas énorme. On avait déjà eu ce propos-là quand était sorti Risk Legacy. C'est vrai, c'est vrai. Il ne fait que et je dis, et pour finir avec un, je me dis, ouais, mais tu payes ça 30 €, tu fais 3 parties et c'est terminé. Et je lui disais, mais pour moi, pourquoi Unlock est un excellent produit pour propager le jeu de société en France? Une fois que tu as fait tes 3 parties, ton jeu, si tu ne veux pas le donner, parce que tu as toujours la possibilité de le donner à quelqu'un, prête-le. Prête-le à quelqu'un de ta famille, à ton voisin, à un collègue. À la limite, tu dis, tu me le ramènes. Ou vends-le d'occasion. Je ne sais pas si l'éditeur va être. Mais non, parce que le vendre d'occasion, c'est encore un rapport à l'argent. Avec un rapport à l'argent. Parce que si tu es du genre à te dire, j'ai joué, je vais récupérer mes 20 €, ton problème, c'est un problème d'argent. C'est pas un problème de jeu. C'est pas un problème du plaisir ludique, d'un loisir que tu aimes. Quand tu aimes quelque chose, bon sang de bois, tous les gens qui travaillent dans des associations, ils le font bénévolement. L'argent ne rentre jamais en considération. Quand tu aimes quelque chose, l'argent, c'est pas le moteur. Quand on aime, on ne compte pas. C'est pas pour rien. Sur le chat, ils en parlent un petit peu aussi en disant oui, on oublie aussi cette notion de plaisir. Et tu avais relevé ce joueur qui disait mais attends, la soirée jeu, alors Unlock par exemple, la partie d'Unlock, moi, une semaine avant, je sais que je jubile parce que je vais me retrouver avec mes potes, on va passer un bon moment, etc. Est-ce que si encore bien, je divise 30 € par 3 parce qu'il y a 3 scénarios. Ouais. Si je veux aller jusqu'au bout de l'argent, je divise par 3, ça fait 10 € la partie. Et on le joue à 5, ça fait encore donc du coup divisé, ça fait 2 €. Est-ce que ma semaine de plaisir plus mes 2 heures ou 1 heure, parce que le jeu dure 1 heure, parce que voilà, est-ce que ce 1 heure là plus la semaine, même si je veux y mettre l'argent, ne vaut pas ces 2 €? Ça veut dire que effectivement, je peux extraire l'argent, y remettre la notion de plaisir, de partage entre soi au milieu, et quand bien même je veux bien la mettre, ok, mettons-la, mais à ce moment-là, prenons tous les paramètres. Oui, prenons tous les paramètres pour dire non, ça vaut même pas 2 €, tu crois? Exactement. Et donc c'est assez étonnant que pour pas mal de monde dans le milieu du jeu, souvent on revient à l'argent, au prix de la boîte. Alors c'est important, on est d'accord. Il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, Unlock, on l'a, on y a joué, qu'on le prête. Et là, vous allez voir. C'est au niveau de la répartition, de la propagation du plaisir ludique. Nickel. Pour moi, c'est clair. Donc voilà, je vois le monsieur avec qui j'ai eu cette discussion qui me remercie de le citer, mais il faut bien comprendre, même s'il est arrivé vers moi, il m'a expliqué son point de vue, et puis dès que je parle de plus en plus fort, dès que je suis, voilà, il a eu peut-être eu l'impression. De moins en moins fort. Bah oui, mais que je suis en colère ou quoi. Non, la discussion que j'ai eue avec ce monsieur m'a enrichi, parce que cette verbalisation, cette conceptualisation du phénomène d'argent, parce que ça m'a sauté aux yeux quand il m'a au cerveau plutôt qu'aux yeux. Mais on peut très bien comprendre que pour certains, le jeu, c'est acheter des jeux. Oui, voilà, oui, c'est le plaisir, c'est acheter des jeux. Ah oui, mais il y a un moment donné. Ça s'entend aussi. Oui, je suis d'accord, mais à un moment donné, tu dois filtrer, tu vois, comme tu cherches le machin. Si tu me parles de promouvoir le jeu et faire jouer les gens, on a le droit de dire, monsieur, ce n'est pas mon problème. Voilà, c'est ça. Comme j'ai dit aux boutiques à un moment donné, je les ai en face de moi, parce que sur le propos de oui, mais le jeu, il n'est pas en boutique tout de suite, au moment où tu annonces les nommés, il devrait y être, parce que j'ai dit oui, mais pourquoi tu veux ça? Tu es boutiquier, c'est pour faire des ventes.
Tu veux ça parce que tu veux vendre. profiter du momentum moi, de l'instant T où les gens vont se précipiter entre guillemets parce que aiguillés aussi d'ailleurs un petit peu par le prix, eh ben c'est d'autant moins d'efforts pour d'autant plus de facilité. Mais là, effectivement, économiquement parlant, ça s'entend aussi. Mais oui, mais sauf que j'ai expliqué à ces quelques boutiques qui m'écoutaient qu'il y a deux choses. Un, leur problème de boutiquier, de faire des sous, je m'en fous à un moment donné. Quand il est sur le propos de l'Asdor, de répandre, parce qu'il est question que de répandre la culture ludique, je m'en fous. Et la deuxième chose à laquelle vous allez voir… Si ça peut les aider, tant mieux. Oui, mais je veux dire, si tu prends la chose autrement, quelqu'un, parce qu'il dit, ouais, mais les gens, ils viennent et le jeu, il n'est pas là. Alors je dis, normalement, quelqu'un qui vient dans ta boutique et qui te demande un jeu que tu n'as pas, si tu lui dis, je l'aurai la semaine prochaine. Mais si tu es un bon vendeur, tu lui vends un autre jeu qui est là. En attendant. Et le mec est très bon aussi. Et le mec, il vient. Si tu es un bon vendeur, tu rajoutes… Vous ne le trouverez nulle part ailleurs, car il n'est pas sorti. Mais moi, je l'aurai en avant-première. Voilà, il a été vendeur pendant quoi, 10, 15 ans. On ne sait jamais. Donc, au contraire, si tu es un bon vendeur, tu préfères que le mec vienne 2 fois dans ta boutique, une fois, parce qu'il va revenir. Je doute qu'il y ait quelqu'un à qui tu dis « je n'ai pas le jeu » qui te mette un taquet dans tes dents. Voilà. Et puis, les consommateurs sont tous habitués aux annonces de films qui ne sont pas encore sortis, aux livres qui ne sont pas encore sortis, etc. Et ça ne choque personne. Bien, on a fait quasiment 1h10 sur le jeu de l'année. Je crois qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Mais très bien. J'espère que ça vous a intéressé. Certains sur le chat sont surpris qu'on soit obligé, dit-il, de se justifier de tout ça. Il y a un moment, effectivement, il faut aussi reformuler ces topics. Exactement. Il faut réexpliquer, reconceptualiser, remettre des mots, reprendre du recul. Et puis, ça ne sera peut-être pas suffisamment vu, mais ceux qui l'ont vu pourront en reparler. Eux-mêmes y réfléchiront, eux-mêmes répondront, etc. La petite discussion qu'on vient juste d'avoir au final sur la propagation du jeu conclue par un acte d'achat, alors que c'est 1 sur 4, etc. Ça peut être aussi intéressant. Des gens n'ont peut-être pas raisonné comme ça, et d'un seul coup, tu as un point, tu as une… Ça fait tilt. Voilà, ça fait tilt. Il y a des gens qui soulèvent des doutes et qui, en général, curieusement, font partie de la liste de ceux qui ne seraient pas pris comme jury. Exactement. Bien, sur ces autres faits, on va vous quitter, presque. On va envoyer le générique final et normalement, comme la vie est bien faite, nous allons enchaîner sur une petite discussion, celle-ci entièrement consacrée au salon Festival 2017. Au festival, une fois que le prix est remis, on rentre dans le salon et on va papoter un petit peu de ce qu'on a pu découvrir, les changements qu'il y a eu cette année et quelques aspects du secteur actuel. Chers internautateurs et internautatrices, merci Dr Mops, merci Monsieur Guillaume. Nous allons regarder ces caméras et dire tous ensemble Générique.